Une adolescente ment au tribunal en pensant rentrer chez elle. Mais la vidéo révèle la vérité. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La pluie tombait en rafale sur le pare-brise, tandis que les lumières d'urgence peignaient la nuit en flashs alternés de rouge et de bleu. L'agent Richard Donovan se souviendrait plus tard comment les gouttes de pluie captaient ces lumières, transformant toute la scène en quelque chose sorti d'un cauchemar, à la fois beau et terrible. J'ai été premier intervenant sur plus de 30 scènes d'accidents dans ma carrière, a déclaré Donovan aux enquêteurs. Mais celle-ci vous reste. L'appel au 911 était arrivé à 2h17 du matin. Un passant, le chauffeur de camion Samuel Wells, avait signalé ce qui semblait être une collision grave près de l'ancienne usine textile de Pinecrest. Ce que Wells ne pouvait pas savoir, c'est qu'il était témoin des conséquences d'un événement qui diviserait toute une communauté et soulèverait des questions sur la façon dont on peut vraiment connaître les personnes qu'on aime. La carcasse tordue de ce qui avait été une Honda Civic était partiellement enroulée autour d'un pilier de soutien en béton. À l'intérieur se trouvaient 3 adolescents, 2 morts, 1 vivant. Quand je me suis approché du véhicule, j'ai entendu des pleurs, a dit Donovan, sa voix ferme pendant son témoignage enregistré. Voix féminine. Désorienté, répétant la même phrase encore et encore, je ne pouvais pas voir la route. Je ne pouvais pas voir la route. Cette voix appartenait à Mackenzie Shirilla, 19 ans, seule survivante de ce qui semblait être un tragique accident. Les ambulanciers la trouveraient coincée derrière le volant, couverte de sang, la plupart n'étant pas le sien. À côté d'elle, sur le siège passager, se trouvait le corps de son petit ami, Ethan Cooper. Derrière eux deux, Marcus Walters, 18 ans, meilleur ami d'Ethan depuis l'enfance, ne montrait aucun signe de vie. Au lever du soleil, la nouvelle s'était répandue dans Pinecrest, Oregon, population 12 873. Le genre de ville où tout le monde connaît tout le monde, où 3 familles venaient d'être brisées en un instant. 2 préparaient des funérailles. 1 veillait à l'hôpital général de Pinecrest. Elle est en état de choc, a déclaré Lisa Shirilla, aux journalistes rassemblés devant l'hôpital. Le visage de la mère était crispé, les yeux cernés par l'épuisement. Veuillez respecter notre vie privée pendant cette période difficile. Mackenzie a perdu son petit ami et un ami cher. Elle est dévastée. Des photographies d'albums scolaires locaux sont rapidement apparues dans les reportages. Ethan Cooper, star de l'équipe de baseball, connu pour son sourire facile. Marcus Walters, plus tranquille, passionné de photographie qui avait déjà reçu une bourse partielle pour étudier à l'Université d'État de l'Oregon. Et Mackenzie, belle, populaire, active dans le service communautaire. Et maintenant, la petite amie en deuil qui avait d'une façon ou d'une autre survécu, alors que les autres n'avaient pas eu cette chance. La voiture a dû faire de l'aquaplaning, expliqua James Shirilla, père de Mackenzie et propriétaire d'entreprises locales. Respecté, aux voisins inquiets. La route près de l'ancienne usine est traîtresse sous la pluie. C'est un miracle que notre fille ait survécu. Un miracle, en effet. Lorsque les enquêteurs ont initialement examiné la scène, tout indiquait un accident simple, bien que tragique. 3 adolescents. Sortis tard. Forte pluie. Un virage dangereux. Un moment de perte de contrôle. 2 vies terminées. Une changée à jamais. La ville de Pinecrest s'est rassemblée comme le font souvent les petites villes face à la tragédie. Des fleurs s'empilaient sur le site de l'accident. Des veillées aux chandelles étaient organisées au lycée dont les garçons avaient obtenu leur diplôme quelques mois auparavant. Et Mackenzie, le bras en écharpe et le visage portant les marques légères de l'impact, devint une figure à la fois de sympathie et de fascination morbide. « Je ne me souviens de rien », a-t-elle dit à la détective Sarah Reynolds lors de leur premier entretien, des larmes coulant sur son visage. « Je continue juste à voir leur visage. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi ?» C'était exactement ce que l'on attendrait d'une survivante traumatisée. La détective a fait une note dans son dossier et l'a fermé un autre cas tragique de jeunes vies interrompues trop tôt. Ce que personne à Pinecrest ne pouvait savoir alors, c'est qu'une histoire différente attendait d'être racontée. Une qui commencerait par une seule question d'Eleanor Walters, la mère de Marcus.
posé à travers des larmes lors de la réception funéraire de son fils. Que faisait-il près de l'ancienne usine à 2 heures du matin? C'était le premier caillou de ce qui allait devenir une avalanche. Une semaine après l'accident, la détective Sarah Reynolds était assise à son bureau, examinant le rapport préliminaire. Ce qui semblait initialement être un cas simple, tragique mais clair, lui était maintenant confié pour un suivi de routine. Procédure standard pour toute collision mortelle, même lorsque la cause semble évidente. Je me souviens avoir pensé que ce serait simple, a-t-elle admis plus tard dans une interview. Rédiger, classer, laisser ses familles commencer à guérir. La détective était relativement nouvelle à Pinecrest, ayant déménagé de Portland 2 ans plus tôt. Cette distance par rapport à la communauté très unie s'avérerait plus tard cruciale. Elle n'était pas aveuglée par la position de la famille, Shirila ni influencée par la vague de sympathie qui déferlait sur la ville. Lorsque Reynolds est arrivée à l'hôpital général de Pinecrest pour interroger Mackenzie, elle a trouvé la jeune femme assise dans son lit, sa mère planant à proximité. Les blessures physiques de Mackenzie étaient étonnamment mineures, un poignet foulé, des contusions faciales, et ce que ses médecins décrivaient comme une légère commotion cérébrale. « Madame Shirila, j'aimerais parler à votre fille seule si possible », a dit Reynolds. « Absolument pas », répondit fermement Lisa Shirila. « Elle est traumatisée. Son médecin a conseillé un stress minimal. » Ce qui a suivi fut un bref entretien qui a soulevé les premiers signaux d'alarme dans l'esprit de Reynolds, bien qu'à l'époque, elle ne les ait pas reconnus comme tels. « Mackenzie, peux-tu me dire quelque chose sur ce qui s'est passé cette nuit-là » a demandé. Reynolds, les yeux de Mackenzie se sont remplis de larmes. « Nous conduisions simplement. Il pleuvait si fort. Je ne pouvais pas voir. » Sa voix s'est brisée d'émotion. « Pourquoi étiez-vous près du quartier de l'ancienne usine ?» Une légère hésitation. « Nous étions... Je pense que nous nous sommes... perdus. Je ne me souviens pas vraiment. Les médecins disent que c'est normal avec un traumatisme. » Tout au long de l'entretien, Reynolds a remarqué quelque chose de curieux. Lorsqu'elle parlait d'Ethan, Mackenzie devenait visiblement bouleversée, sa voix se brisant, les larmes coulant librement. Quand le nom de Marcus était mentionné, sa réponse émotionnelle était nettement atténuée. « J'aimerais juste pouvoir me souvenir davantage », conclut Mackenzie, sa mère lui serrant la main en soutien. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, James Shirila attendait. « Détective, ma fille a besoin de... » Repos, pas d'interrogatoire. C'était clairement un accident tragique. La route près de l'usine est notoire par mauvais temps. Reynolds acquiesça poliment, mais fit une note mentale. Les Shirila semblaient moins préoccupés par la recherche de réponses et plus concentrés sur l'établissement d'un récit spécifique. Plus tard cet après-midi, Reynolds a visité le domicile de la famille Cooper. Les parents d'Ethan étaient assis, choqués, sur leur canapé de salon, entourés de cartes de condoléances et de plats en casserole apportés par des voisins. Ethan ne prenait jamais ce chemin, dit doucement. Mon père, il n'y a aucune raison pour qu'il soit près de l'usine. C'est complètement hors du chemin de partout où ils auraient pu aller. Ethan a-t-il mentionné des plans pour cette soirée? Demanda Reynolds. Madame Cooper secoua la tête. Seulement qu'il sortait avec Mackenzie et que Marcus pourrait les rejoindre plus tard. Ils devaient voir un film. La dernière maison que Reynolds a visitée ce jour-là appartenait à Eleanor Walters. Contrairement au chagrin engourdi des Cooper ou à la posture protectrice des Shirila, Eleanor Walters irradiait une énergie différente, agitée, questionnante, incapable d'accepter des explications simples. « Détective, quelque chose ne va pas », dit Eleanor, conduisant Reynolds vers la chambre méticuleusement entretenue de son fils. « Marcus m'a envoyé un message à 23h30 disant qu'il n'allait finalement pas voir le film. Il a dit qu'il y avait une sorte de situation avec Ethan et Mackenzie. » Elle a tendu son téléphone à Reynolds, montrant l'échange. « Marcus, changement de plan, pas de film. Je sors avec eux en même. Une situation. » Eleanor, « Tout va bien? Il se fait tard. » Marcus, « Ça va. Ethan a besoin de soutien. À la maison avant. »« Soutien pourquoi ?» demanda Reynolds. « C'est ce que j'aimerais savoir, » répondit Eleanor, sa voix tendue d'émotion contrôlée. « Mon fils n'était pas imprudent. Il n'était pas du genre à faire des virées nocturnes sous l'orage.
et il n'aurait certainement pas été près de l'ancienne usine sans une raison précise. Alors que Reynolds retournait au poste, les faits tels que présentés commençaient à sembler légèrement décalés, comme un tableau suspendu à quelques degrés de travers. L'itinéraire vers l'usine n'avait aucun sens. L'insistance des Shirilla sur le récit de l'accident semblait prématurée, et le message cryptique de Marcus suggérait quelque chose de plus compliqué que trois amis faisant une virée nocturne. De retour à son bureau, Reynolds a ouvert un nouveau fichier sur son ordinateur. Au lieu de finaliser le rapport d'accident comme prévu, elle a tapé « Investigation » supplémentaire requise. Ce qu'elle ne savait pas alors, c'est qu'Eleanor Walters avait déjà commencé sa propre enquête, une qui mènerait à la première révélation dévastatrice sur ce qui s'était réellement passé cette nuit pluvieuse. 3 semaines après l'accident, Mackenzie Shirilla est retournée au lycée Pinecrest. Bien qu'elle ait obtenu son diplôme le printemps précédent avec Ethan et Marcus, elle continuait à faire du bénévolat au département d'art dramatique, aidant les élèves plus jeunes avec la conception des décors. Sa réapparition a causé une onde de choc dans les couloirs. Élèves, chuchotant, professeurs offrant de gentils sourires et des tapes de soutien sur l'épaule. C'était comme regarder une performance, se souvient Emma Delgado, une élève de première qui avait travaillé avec Mackenzie sur des productions précédentes. Un moment, elle était parfaitement composée. Le suivant, elle apercevait quelque chose. L'ancien casier d'Ethan, une photo sur le tableau d'affichage, et s'effondrait en larmes. Ces effondrements émotionnels, aussi authentiques qu'ils paraissaient, se produisaient avec une curieuse prévisibilité. Toujours quand d'autres regardaient, toujours, suivis par un cercle d'amis et de personnel réconfortant. La détective Reynolds a observé ce modèle lors d'une visite de suivi à l'école. Elle était venue parler avec Michael Brennan, le conseiller scolaire qui avait travaillé étroitement avec les 3 adolescents. Le chagrin de Mackenzie semble venir par vagues, a noté Reynolds, regardant par la fenêtre un groupe d'élèves consolant une Mackenzie sanglotante près du mémorial qui avait été installé pour les garçons. Brennan s'agita inconfortablement sur son siège. Le chagrin affecte chacun différemment, détective. Bien sûr, acquiesça Reynolds. J'essaie juste de mieux comprendre ces enfants. Quelle était la dynamique entre eux 3? Brennan hésita, sa discrétion professionnelle luttant avec autre chose, de l'inquiétude peut-être. Ethan et Marcus étaient amis depuis l'école primaire. Mackenzie et Ethan ont commencé à sortir, ensemble il y a environ 1 an. Étaient-ils heureux ensemble, Ethan et Mackenzie? Le conseiller choisit ses mots avec soin. Ils se présentaient comme un couple typique de lycée, populaire, attractif, impliqué dans les activités scolaires. Reynolds remarqua l'évasion. « Monsieur Brennan, il ne s'agit pas d'attribuer un blâme pour un accident. J'essaie juste de comprendre l'image complète. » Après une longue pause, Brennan soupira. « Il y a eu des incidents. Rien pourquoi je pourrais briser la confidentialité, mais Mackenzie pouvait être intense concernant sa relation avec Ethan. Possessive. Rien certain. Pouvez-vous élaborer ? Une fois, Ethan a manqué un rendez-vous de conseil parce que Mackenzie était bouleversé qu'il ait parlé à une autre fille au déjeuner. Une autre fois, il a mentionné se sentir surveillé. Son mot, pas le mien. Brennan fronça les sourcils. Écoutez, la plupart des relations adolescentes ont du drame. Je n'y lirai pas trop. Mais Reynolds commençait à voir un modèle se former. Un qui continua à se développer plus tard cet après-midi quand elle a reçu un visiteur inattendu au poste de police. Jessica Palmer était petite, avec des yeux nerveux qui parcouraient la salle d'entretien. Une ancienne camarade de classe des 3 adolescents, elle était sortie brièvement avec Ethan avant qu'il ne se mette avec Mackenzie. Je n'allais rien dire, commença Jessica, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais puis j'ai vu Mackenzie à l'école aujourd'hui. Et tout le monde la traitait comme une sorte d'héroïne tragique, et je ne pouvais simplement plus me taire. Reynolds poussa un verre d'eau à travers la table. « Prends ton temps, Jessica. Ethan et moi sommes restés amis après notre rupture. Rien de romantique, juste des amis. Mais Mackenzie ne pouvait pas le supporter. Jessica sortit son téléphone. Elle m'a envoyé ceci l'année dernière. Les messages étaient surprenants dans leur intensité. Numéro inconnu. Reste loin d'Ethan.
Il est avec moi maintenant. Jessica. Qui est-ce? Numéro inconnu. Tu sais exactement qui c'est. Je... Vois comment tu le regardes. Jessica. Mackenzie? Numéro inconnu. Premier avertissement, il n'y en aura pas de second. J'ai montré cela à Ethan, continua Jessica. Il s'est excusé, a dit qu'elle était insécure, qu'il lui parlerait. Après ça, elle était super gentille en face, mais Ethan et moi ne pouvions même pas étudier ensemble sans qu'elle n'apparaisse d'une manière ou d'une autre. T'es-tu déjà senti menacée? Jessica fixa ses mains. Pas physiquement, mais quelque chose à propos d'elle. C'était comme si elle jouait toujours un rôle. Douce et parfaite quand les gens regardaient, mais ses yeux, ils devenaient en froid parfois, juste pour une seconde. Comme un masque qui glisse. Alors que Jessica quittait le poste, Reynolds ajouta sa déclaration au dossier grandissant. Le récit de l'accident commençait à s'effilocher au bord, révélant des aperçus d'une réalité plus compliquée en dessous. Ce soir-là, Reynolds a demandé les dossiers médicaux de Mackenzie de la nuit de l'accident. Ce qu'elle a trouvé, ou plutôt, ce qu'elle n'a pas trouvé, a ajouté une autre pièce troublante au puzzle. Le docteur Helen Park, qui avait traité Mackenzie aux urgences, a confirmé ce que les dossiers suggéraient. Nous n'avons trouvé aucune preuve clinique d'une commotion cérébrale, aucun indicateur neurologique anormal, aucune perte de conscience à l'arrivée. Ses problèmes de mémoire semblaient sélectifs. Reynolds repensa aux affirmations larmoyantes de Mackenzie concernant sa perte de mémoire. Les lacunes pratiques qui se centraient spécifiquement autour des circonstances menant à l'accident. L'évaluation du médecin les présentait sous un jour nouveau, plus calculé. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, le téléphone de Reynolds sonna. C'était Eleanor Walters, sa voix tendue, d'émotion contrôlée. « Détective, j'ai parcouru l'ordinateur de Marcus. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Une pause. C'est à propos de la nuit où ils sont morts, à propos de ce que Mackenzie ne disait à personne. Le lendemain matin, quand Reynolds est arrivé au domicile des Walters, elle a trouvé non seulement Eleanor qui l'attendait, mais aussi une adolescente visiblement secouée qu'elle ne reconnaissait pas. Lily Zhang, la partenaire de laboratoire de chimie de Marcus et amie proche. « Montre-lui, » dit doucement Eleanor à la jeune fille. « Montre-lui ce que tu as trouvé. » Avec des mains tremblantes, Lily déverrouilla son téléphone et le passa à la détective. Sur l'écran se trouvait une conversation par SMS avec Ethan Cooper, envoyée quelques heures seulement avant l'accident. Le message qui allait tout changer dans l'enquête disait simplement « Je ne peux plus faire ça. Je romps avec elle demain. Marcus vient pour le soutien moral. J'ai peur de comment elle va réagir. Je n'ai jamais voulu le garder secret, » expliqua Lily Zhang, sa voix à peine audible dans le salon d'Eleanor Walters. « C'est juste que tout le monde traitait Mackenzie comme cette figure tragique, la petite amie en deuil. Ça ne semblait pas juste de venir avec quelque chose qui la blesserait encore plus. » La détective Reynolds étudia le message texte à nouveau. L'horodatage indiquait 22h43 le soir de l'accident, moins de 4 heures avant le crash. Ethan a-t-il dit autre chose sur pourquoi? Il voulait rompre? Demanda Reynolds. Lily secoua la tête. Pas spécifiquement dans ce message, mais il en parlait depuis des semaines. Il se sentait piégé, je suppose. Il disait que Mackenzie devenait vraiment bouleversée s'il mentionnait même sortir avec des amis sans elle. Eleanor Walters était assise rigide sur le canapé, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Marcus s'inquiétait aussi. Il m'a dit une fois qu'Ethan marchait sur des œufs autour de Mackenzie. Tandis que Reynolds prenait des notes, Lily continua avec hésitation. Il y a autre chose. 2 jours avant que ça n'arrive, Marcus m'a dit que Mackenzie avait fouillé dans le téléphone d'Ethan pendant qu'il était à l'entraînement de baseball. Elle a trouvé des messages entre Ethan et son cousin concernant des candidatures à des universités hors de l'État, des universités auxquelles Mackenzie n'avait pas postulé. Elle l'a confronté? Demanda Reynolds. Pire, elle ne lui a pas dit qu'elle savait. Marcus a dit qu'elle a commencé à agir extra douce, faisant des plans pour qu'ils aillent tous les deux au Community College ici. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. C'est pourquoi Ethan a finalement décidé d'y mettre fin. Il disait qu'il avait l'impression qu'elle prenait des décisions sur son avenir, sans même lui en parler.
Eleanor se leva brusquement, se dirigeant vers un bureau dans le coin où l'ordinateur portable de Marcus était ouvert. « Détective, il y a plus. Il y a... » « Montre-lui, Lily. » La jeune fille prit l'ordinateur à contre-cœur et navigua vers un dossier protégé par mots de passe. « Marcus m'a donné ces mots de passe au cas où quelque chose lui arriverait. Nous avons fait ça l'un pour l'autre après la mort de son père l'année dernière. Juste une chose bizarre. Qu'on faisait. » Elle ouvrit un fichier vidéo. « J'ai trouvé ça hier. » L'écran montrait Marcus assis dans ce qui semblait être sa chambre, parlant directement à la caméra. L'horodatage indiquait qu'il avait été enregistré l'après-midi avant l'accident. Donc, mise à jour sur la situation d'Ethan, commença Marcus semblant fatigué. Il va enfin le faire demain, rompre avec Mackenzie. Je vais avec lui pour le soutien moral parce que, honnêtement, je m'inquiète de sa réaction. Il passa une main dans ses cheveux. Ethan a vraiment peur, ce qui semble dramatique, mais tu n'as pas vu ce que j'ai vu, les sautes d'humeur, les culpabilisations, la façon dont elle l'isole de tout le monde. Marcus se pencha plus près de la caméra. Il m'a montré des messages où elle menaçait de se faire du mal s'il la quittait un jour. Qui fait ça? Alors oui, je vais l'accompagner comme soutien. Nous la rencontrons à ce vieux point de vue près de l'usine. Terrain neutre, assez public pour être sûr, mais assez privé pour éviter une scène. La vidéo se termina et la pièce tomba dans le silence. Reynolds ressentit un frisson malgré la journée printanière chaude. Ce qui avait initialement semblé être un tragique accident se transformait sous ses yeux en quelque chose de bien plus calculé. L'usine n'était pas sur leur chemin, dit doucement Eleanor. C'était leur destination. Reynolds acquiesça, son esprit parcourant les implications. Si Ethan avait prévu de rompre avec Mackenzie, et si elle l'avait découvert auparavant, avant qu'elle ne puisse suivre cette pensée jusqu'à sa conclusion, son téléphone sonna. C'était Victor Chen de la police scientifique. « Détective, vous devez voir ceci. Les marques de pneus sur les lieux, elles ne correspondent pas à ce que nous attendrions d'un aquaplaning ou d'une perte de contrôle. Il n'y a aucune preuve de freinage ou d'action d'évitement. Si quelque chose, les preuves suggèrent une accélération vers le point d'impact. » Reynolds le remercia et termina l'appel, se tournant vers Eleanor et Lily. « J'ai besoin de copies de tout ce que vous avez trouvé. Messages, vidéos, tout ce qui pourrait aider à établir la dynamique relationnelle entre ces trois-là. » Alors qu'elle se préparait à partir, Eleanor saisit son bras. « Il y a un service commémoratif pour les deux garçons à l'école demain. Mackenzie y sera. Vous devriez voir comment elle performe pour un public. » Le service commémoratif s'est tenu dans le gymnase du lycée Pinecrest, décoré avec des photos d'Ethan et Marcus, leurs maillots de baseball et leurs prix académiques. Les gradins étaient remplis d'élèves, d'enseignants et de membres de la communauté, tous unis dans le deuil. Reynolds se tenait à l'arrière, observant diverses personnes s'avancer pour partager des souvenirs. Quand le tour de Mackenzie est arrivé, la détective a prêté attention non seulement à ce qu'elle disait, mais à comment elle le disait. Vêtue de noir sobre, Mackenzie s'approcha du microphone avec l'incarnation parfaite du chagrin digne. « Ethan était l'amour de ma vie », commença-t-elle, sa voix se brisant au moment exactement approprié. « Nous avions tant de projets. » Alors que Mackenzie parlait de leur relation, peignant un tableau d'harmonie parfaite et de rêves futurs, Reynolds remarqua Eleanor. Walter se levait brusquement dans la troisième rangée. Avec des pas délibérés, Eleanor se déplaça vers l'allée centrale. « Arrête », dit-elle, sa voix coupant à travers le discours répété de Mackenzie. « Arrête simplement. » Un murmure parcourut la foule, alors qu'Eleanor continuait, son chagrin se transformant en colère. « Mon fils est mort parce qu'il essayait d'aider son ami à échapper à une relation toxique. Ethan prévoyait de rompre avec toi, Mackenzie. C'est pourquoi ils étaient à l'usine cette nuit-là. » Le gymnase tomba dans le silence. Tous les yeux se déplacèrent d'Eleanor vers Mackenzie, dont l'expression vacilla momentanément avant de se réinstaller dans une innocence blessée. « Madame Walters, je comprends que vous êtes en deuil, » dit-elle doucement. « Nous le sommes tous. Mais ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Ethan m'aimait. Nous étions heureux. Montrez alors votre téléphone, défia Eleanor.
Montrez les messages menaçants que vous lui avez envoyés quand il essayait de passer du temps avec ses amis. Montrez les plans que vous avez faits pour son avenir sans lui demander. Alors que les chuchotements se répandaient dans la foule, James Shirilla se leva, se plaçant de manière protectrice entre sa fille et Eleanor. « Ça suffit. Ma fille est une victime ici, pas une vilaine. Elle a failli mourir dans cette voiture aussi. » Le principal est rapidement intervenu, mettant fin au mémorial et demandant aux gens de partir calmement. Alors que la foule se dispersait, Reynolds observait la communauté se diviser en temps réel, certains allant réconforter Mackenzie, d'autres se tenant incertainement près d'Eleanor, des questions se formant dans leurs yeux. Plus tard ce soir-là, Reynolds a reçu un autre appel de Victor Chen. « Détective, nous avons examiné les relevés téléphoniques de Mackenzie provenant du fournisseur. La nuit de l'accident, elle a passé un appel à Ethan à 22h55, juste après son message à Lily concernant la rupture. L'appel a duré 3 minutes. Elle savait, dit doucement Reynolds. Elle savait qu'il prévoyait d'y mettre. Il y a plus, continua Chen. Nous avons vérifié les données de localisation de son téléphone pour la semaine précédant l'accident. Mackenzie était allée dans la zone autour de l'usine 3 fois au cours des 5 jours précédents. Toujours tard dans la nuit, toujours seule. Reynolds sentit l'affaire se déplacer sous ses pieds comme des sables mouvants. Ce n'était plus une enquête sur un tragique accident. Cela devenait quelque chose de bien plus sombre, et la confrontation au mémorial venait d'exposer leurs soupçons à toute la ville, y compris Mackenzie elle-même. Continuez à creuser, dit Reynolds à Chen, et gardez-le discret. Si ce que nous pensons est vrai, nous devons être prudents, très prudents. Ce qu'elle ne dit pas était ce qu'ils pensaient tous les deux, qu'ils pourraient être en train de construire une affaire, non pas pour homicide par négligence, mais pour meurtre prémédité. Le jour suivant la confrontation au service commémoratif, Pinecrest se divisa comme une cellule sous microscope. Les médias sociaux explosèrent avec des hashtags. Justice pour Ethanet Marcus en compétition avec Hacker soutien à Mackenzie. La ville qui s'était unie dans le chagrin se déchirait maintenant dans le soupçon et le doute. La détective Reynolds arriva au poste pour trouver le chef Williams, attendant à son bureau, son expression grave. « Tu as remué un nid de guêpes, Sarah, » dit-il, fermant la porte de son bureau. « James Shirilla a appelé ce matin. Il menace d'un procès. Pour harcèlement contre le département et te nomme spécifiquement. » Reynolds posa ses dossiers sur le bureau. « Je n'ai harcelé personne, chef. Je suis les preuves. » « Des preuves de quoi, exactement? Ces garçons sont morts dans un accident de voiture. Je n'en suis plus si sûr maintenant. » Elle esquissa ce qu'ils avaient découvert. La rupture planifiée, la connaissance de Mackenzie, les incohérences forensiques, ses visites antérieures sur le site de l'accident. Le froncement de sourcils du chef s'approfondit. Les Shirilla sont puissants dans cette ville, Sarah. James a des amis au conseil municipal, au conseil scolaire. Tu me dis d'abandonner? Je te dis d'être absolument certaine avant d'accuser une jeune femme traumatisée de meurtre. Si tu as tort, ce n'est pas seulement ta carrière qui est en jeu. Comme convoqué par leur conversation, un coup frappa à la porte. L'agent Donovan entra, semblant mal à l'aise. « Désolé d'interrompre, mais Thomas Ward est ici. Il dit qu'il représente Mackenzie Shirilla et exige de parler avec la personne qui dirige l'enquête. » Thomas Ward était l'avocat le plus éminent de Pinecrest, impeccablement habillé et rayonnant, d'agression contrôlée, alors qu'il s'asseyait en face de Reynolds. « Ma cliente est soumise à une campagne de chuchotement menée par une mère endeuillée et apparemment approuvée par ce département de police, » commença Ward. « La détresse émotionnelle que cela cause, après son expérience traumatisante, est inconcevable. » Reynolds soutint son regard fermement. « Nous enquêtons sur une collision qui a tué 2 personnes, Monsieur Ward. C'est notre travail. Un tragique accident qui a failli également coûter la vie à ma cliente, » corrigea Ward. « Pourtant, je comprends que vous avez collecté des messages privés, interrogé des camarades de classe sur des drames relationnels et encouragé des spéculations sur le caractère de ma cliente. Rien de tout cela n'a de rapport avec un accident d'aquaplaning. Notre analyse forensique suggère que ce n'était pas un aquaplaning, » contesta Reynolds. Le sourire
De Ward n'atteignait pas ses yeux. Votre analyse ne suggère rien de tel, détective. J'ai moi-même examiné le rapport préliminaire. Les conditions étaient parfaites pour l'aquaplaning. Forte pluie, surface de route usée, un virage. Il plaça un dossier sur son bureau. À l'intérieur, vous trouverez des déclarations de 3 experts en sécurité routière qui ont examiné les lieux. Tous sont d'accord avec l'évaluation initiale. C'était un tragique accident, rien de plus. Des experts engagés par la famille Chirila? Cela rend-il leur expertise moins valable? Ward se leva. Détective? Reynolds? Ma cliente a assez souffert. Cela s'arrête maintenant, ou la poursuite pour harcèlement ne sera que le début. Après le départ de Ward, Reynolds appela Victor Chen. Parlez-moi encore de ces marques de pneus. Cohérentes avec une accélération, pas un aquaplaning, confirma Chen. Et il y a autre chose. Nous avons trouvé des traces de liquide de frein sur le sol, mais pas de l'impact. Il semble que la conduite de frein aurait pu fuir avant l'accident. Falsifié? Je ne peux pas l'affirmer de manière concluante encore, mais le motif est inhabituel. Reynolds raccrocha et fixa le mur, réfléchissant. L'intervention de Ward signifiait une chose certaine. Les Chirila devenaient nerveux. Cet après-midi-là, Eleanor Walters apparut au poste, son visage tiré mais déterminé. « Ils essaient de me faire taire », dit-elle sans préambule. Lisa Chirila dit à tout le monde que je fais une dépression nerveuse, que le chagrin me rend irrationnel. Recevez-vous toujours des menaces? Eleanor acquiesça. Appels anonymes, messages sur les réseaux sociaux. Mais je ne m'arrêterai pas avant que la vérité n'éclate. Elle posa un petit carnet sur le bureau. Marcus tenait un journal. J'ai trouvé ceci caché dans sa chambre hier soir. Reynolds l'ouvrit soigneusement. La dernière entrée, datée du jour avant l'accident, disait « Ethan m'a montré plus de messages de M aujourd'hui. Elle a écrit « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura » après qu'il ait mentionné « Postuler à des universités hors de l'État ». Il en a ri, mais je pouvais voir qu'il avait peur. Je m'inquiète qu'elle puisse vraiment se faire du mal quand il rompra demain. C'est pourquoi j'ai accepté de l'accompagner, pour m'assurer que personne ne fasse quelque chose de stupide. Je veux juste qu'il soit libre de cette situation toxique. Alors que Reynolds fermait le journal, son téléphone vibra avec un message de Chen. « Vous devez voir ceci. Trouver historique de recherche supprimée de la sauvegarde téléphonique de MS. Les recherches incluent taux de survie accident de voiture, vitesse d'impact collision mortelle, et comment couper des conduites de frein sans détection. Vous comprenez ce que vous suggérez, n'est-ce pas? » La procureure de district Patricia Gonzalez étudiait les preuves étalées sur sa table de conférence. Photos de traces de pneus, relevés, téléphoniques, entrées de journal, et une impression de l'historique de recherche troublant du téléphone de Mackenzie. Reynolds acquiesça. Je suggère que Mackenzie Chirila a prémédité cet accident, que ce n'était pas du tout un accident. Gonzalez, une procureure vétérane avec 20 ans d'expérience, tapota son stylo contre l'historique de recherche. Comment couper des conduites de frein sans détection? C'est accablant. Mais la défense argumentera que ces recherches étaient pour un projet d'écriture créative, un devoir scolaire, une curiosité morbide adolescente, tout sauf une intention réelle. Le timing correspond parfaitement, répondit Reynolds. Elle a effectué ses recherches juste après qu'Ethan ait parlé à son cousin des universités en Californie. Puis elle a visité la zone de l'usine 3 fois avant l'accident, comme si elle repérait les lieux. Et les preuves. Concernant le liquide de frein, Chen l'analyse encore, mais les résultats préliminaires suggèrent une manipulation. La conduite semble avoir été partiellement coupée, suffisamment pour causer une défaillance éventuelle, pas une détection immédiate. Gonzalez soupira, retirant ses lunettes pour se frotter les yeux. Thomas Ward dépeint déjà Mackenzie comme une seconde victime, une petite amie endeuillée persécutée par une détective trop zélée et une mère rendue folle par le chagrin. La moitié de la ville le croit. Et l'autre moitié sait que quelque chose ne va pas, dit Reynolds. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Les preuves peuvent être interprétées de différentes façons. Vous avez besoin de plus, Sarah. Quelque chose de concret qui montre l'intention au-delà du doute raisonnable. Alors que Reynolds quittait le bureau de la procureure, son téléphone sonna. C'était Michael,
Brennan, le conseiller scolaire. J'ai réfléchi à notre conversation, dit-il, sa voix tendue par la tension. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Quelque chose que j'aurais dû dire. 20 minutes plus tard, Reynolds était dans le bureau de Brennan au lycée. Porte fermée. Store. PC. Je pourrais perdre mon emploi pour ceci, commença-t-il, faisant les 100 pas derrière son bureau. Il y a la confidentialité à considérer, mais, avec 2 étudiants morts, il prit une profonde inspiration. Le semestre dernier, Ethan est venu me voir. Il m'a montré des messages textes de Mackenzie menaçant de se faire du mal s'il la quittait jamais. Avez-vous encore ces messages? Brennan secoua la tête. Je l'ai encouragé à les capturer en écran, mais je n'ai pas gardé de copie. Cela violerait les protocoles de confidentialité. Mais il y a eu un incident qui franchit la ligne. Vers quelque chose que j'aurais dû signaler. Il s'assit lourdement. Ethan m'a montré des marques sur son bras, des griffures d'ongles, profondes. Il a dit que Mackenzie l'avait saisi quand il essayait de quitter sa maison après une dispute. Elle a dit qu'elle préférait le voir blessé qu'avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas signalé cela? Ethan m'a supplié de ne pas le faire. Il a dit qu'il gérait la situation, qu'ils arrangèrent les choses. Le visage de Brennan se froissa de culpabilité. J'aurais dû faire plus. Maintenant il est mort, et je me demande constamment si j'aurais pu l'empêcher. Reynolds l'assura qu'il n'était pas responsable, et lui demanda de documenter ses souvenirs. En quittant l'école, son téléphone vibra avec un message de Chen. Conduite de frein définitivement manipulée. Trouver des marques d'outils compatibles avec des pinces coupantes. C'était délibéré. L'enquête s'accélérait, mais Reynolds savait qu'il leur manquait encore la preuve irréfutable nécessaire pour avancer avec des accusations graves. Les preuves restaient circonstancielles, des schémas accablants qui laissaient encore place aux doutes raisonnables. Cela changea le lendemain. Matin, quand un appel arriva de Frank Ramirez, le mécanicien qui avait examiné le véhicule accidenté. « Détective, nous avons manqué quelque chose dans notre inspection initiale, » dit-il, l'excitation évidente dans sa voix. Je revoyais les photos et j'ai remarqué que la colonne de direction avait été subtilement modifiée. Quelqu'un a desserré des composants clés, pas assez pour causer une défaillance immédiate, mais suffisamment pour que sous stress, la direction devienne non réactive. Cela pourrait-il se produire naturellement dans un accident? Pas une chance. C'était du sabotage délibéré. Et cela a nécessité des connaissances, de la planification et un accès au véhicule avant l'incident. Reynolds le remercia et appela immédiatement Chen, qui confirma qu'il récupérerait la colonne de direction pour une analyse plus approfondie. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais Reynolds savait qu'ils devaient avancer prudemment. S'ils avaient de raison à propos de Mackenzie, ils avaient affaire à quelqu'un d'assez calculateur pour orchestrer 2 morts tout en se positionnant comme une victime. Alors qu'elle compilait son dossier de preuves grandissant, l'agent Donovan frappa à sa porte. « Détective, il y a un Tyler Wilson ici. Dit qu'il a des informations sur Mackenzie Shirilla que vous devez entendre. » Le jeune homme qui entra semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, l'anxiété rayonnant de lui en vagues palpables. « J'aurais dû me manifester plus tôt. » Commença-t-il, sa voix à peine audible. « Mais j'avais peur. Mackenzie, elle n'est pas qui tout le monde pense qu'elle est. Que voulez-vous dire? » Tyler prit une respiration tremblante. La nuit avant l'accident, je l'ai entendue au téléphone. Elle était dans sa voiture devant ma maison, attendant ma sœur. Je l'ai entendu dire « D'ici demain à cette heure-ci, tout sera fini. Il pense qu'il peut me quitter. Je préfère le voir mort. » Tyler Wilson était assis penché en avant dans la salle d'interrogatoire, les doigts étroitement enlacés comme pour empêcher ses mains de trembler. La détective Reynolds enregistrait sa déclaration tandis que l'agent Donovan prenait des notes. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi sur le moment, » continua Tyler. « Les gens disent des choses quand ils sont en colère, mais après l'accident, il avala difficilement. Après avoir entendu ce que Madame Walters a dit au mémorial, tout à fait clic. Avez-vous dit à quelqu'un ce que vous avez entendu? » demanda Reynolds. Tyler secoua la tête. « J'avais peur. Mackenzie a cette façon de faire regretter aux gens de s'opposer à elle. L'année dernière, une fille nommée Amber Nelson l'a accusée d'avoir volé un bracelet. En une semaine,
Des rumeurs ont détruit la réputation d'Amber. Elle a dû changer d'école. Reynolds avait entendu ce nom auparavant. Amber Nelson était l'amie de Mackenzie, meilleurs amis depuis le collège, jusqu'à l'incident du bracelet. Mackenzie peut se retourner contre n'importe qui en un instant. Après le départ de Tyler, Reynolds dépêcha immédiatement un officier pour localiser Amber Nelson. S'il y avait quelqu'un qui pourrait connaître la véritable nature de Mackenzie, ce serait une ancienne meilleure amie devenue ennemie. Pendant ce temps, les preuves médico-légales continuaient de s'accumuler. Chen appela avec une confirmation concernant la colonne de direction. Les marques d'outils sur les composants de direction correspondent à un ensemble de clés trouvées dans le garage des Shirilla, rapporta-t-il. Et nous avons vérifié que la conduite de frein avait été délibérément compromise. Ce véhicule a été saboté par quelqu'un ayant accès et des connaissances mécaniques de base. Reynolds a mis à jour la procureure Gonzalez, qui a autorisé une demande formelle pour les dossiers électroniques complets de Mackenzie. Dans l'après-midi, une image plus complète de l'empreinte numérique de Mackenzie émergea, révélant une chronologie troublante. 3 semaines avant l'accident, Ethan envoie un message à son cousin concernant des candidatures dans des universités en Californie. 2 semaines avant, Mackenzie accède au téléphone d'Ethan pendant qu'il est à l'entraînement. Commencent des recherches sur les accidents de voiture. 10 jours avant, première visite de reconnaissance dans la zone de l'usine. 5 jours avant, achat d'outils de base dans une quincaillerie avec la carte de crédit de son père. Nuit avant l'accident. Appel téléphonique que Tyler a surpris. Dernier échange de messages avec Ethan organisant leur rencontre. Elle était méthodique, dit Reynolds au chef Williams. Ce n'était pas un crime passionnel. Elle l'a planifié étape par étape. Le chef, initialement sceptique, semblait maintenant profondément troublé. Quelle était notre prochaine étape? Nous devons l'amener pour interrogatoire, appliquer de la pression, voir si elle craque. Ward l'aura bardée d'avocats jusqu'aux dents. Elle ne dira pas un mot. Peut-être pas, concéda Reynolds. Mais sa réaction pourrait nous dire quelque chose. Et cela envoie un message, nous n'achetons plus l'acte de la petite amie endeuillée. Ce soir-là, Reynolds et l'agent Donovan arrivèrent à la résidence Shirilla avec une demande pour que Mackenzie vienne au poste pour interrogatoire. James Shirilla répondit à la porte, son visage rougissant de colère. « Ce harcèlement est allé assez loin, » lança-t-il. « Ma fille se remet encore d'un traumatisme, et vous la traitez comme une criminelle. Nous voulons juste lui poser quelques questions, monsieur Shirilla, » dit Reynolds calmement. « Elle est libre d'avoir un avocat présent. Vous pouvez adresser toutes les questions à Thomas Ward. » Il commença à... « Fermez la porte, monsieur, » dit Reynolds, plaçant son pied dans l'embrasure. « Cette enquête est en cours. D'une manière ou d'une autre, nous parlerons à votre fille. Comment cela se passe dépend de vous. » De l'intérieur de la maison vint une voix douce. « Papa, c'est bon. » Mackenzie apparut dans le couloir derrière son père, portant un sweatshirt de l'Université de l'Oregon. Le choix d'école d'Ethan. Je n'ai rien à cacher. La performance continua au poste. Mackenzie, flanquée de son père et de Thomas Ward, maintint son sang-froid pendant 2 heures d'interrogatoire. Elle avait des explications plausibles pour tout. Les recherches étaient pour un devoir d'écriture créative. L'achat à la quincaillerie était pour un projet de jardin. Ses visites dans la zone de l'usine étaient pour photographier le coucher de soleil depuis le belvédère pour une série Instagram. Qu'en est-il? De l'appel téléphonique que Tyler Wilson a entendu? Demanda Reynolds. L'expression de Mackenzie vacilla brièvement, avant de se réinstaller dans une innocence répétée. Je ne sais pas ce qu'il pense avoir entendu, mais je n'ai jamais rien dit de tel. Tyler me connaît à peine. Pourquoi inventerait-il? Cela, peut-être parce qu'Eleanor Walters a répandu ses théories du complot à travers la ville, intervint Ward, suggérant que ma cliente a commis un meurtre sans une once de preuve crédible. À la fin de l'entretien, Reynolds se sentait frustré. Mackenzie avait maintenu son récit sans faille, ne cédant jamais sous la pression. Mais quelque chose dans sa performance semblait répété, calculé, particulièrement l'explication commode pour chaque élément de preuve. Ce sentiment fut confirmé le lendemain matin lorsque l'agent Donovan fit irruption dans son bureau. « Nous avons trouvé Amber Nelson », dit-il essoufflé. « Et vous voudrez entendre ce qu'elle a à dire. »
La jeune fille qui entra dans le bureau de Reynolds semblait hantée, regardant à plusieurs reprises par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse derrière elle. « Avant que je ne vous dise quoi que ce soit, dit-elle doucement, j'ai besoin de savoir que vous pouvez me protéger d'elle, parce que ce que j'ai va détruire l'image parfaite de Mackenzie Shirilla pour toujours, et elle fera n'importe quoi pour empêcher que cela se produise. » De son sac à dos, Amber sortit un téléphone dans un étui de protection. « J'ai gardé ceci comme assurance après ce qu'elle m'a fait l'année dernière. C'est mon ancien téléphone avec toutes nos conversations encore dessus. » Elle le posa sur le bureau avec des doigts tremblants, y compris ses instructions détaillées sur la façon de désactiver la voiture de quelqu'un si vous voulez leur donner une leçon. Le téléphone d'Amber Nelson contenait une boîte de Pandore numérique. Dans l'heure qui suivit sa remise à l'équipe de criminalistique numérique, la détective Reynolds examinait des conversations couvrant plus de 18 mois d'amitié entre Amber et Mackenzie, des conversations qui révélaient un côté de Mackenzie Shirilla que peu avaient vu. Cela remonte à leur année de première, expliqua Chen, faisant défiler les messages archivés. Regardez cet échange de quand Mackenzie s'est intéressée pour la première fois à Ethan Cooper. Les messages racontaient une histoire glaçante, Mackenzie. Jessica lui envoie encore des messages. Elle doit s'éloigner. Amber, ils sont juste amis. Tu as dit toi-même qu'il ne se passe rien. Mackenzie, peu importe. Il est à moi maintenant. J'ai planifié trop soigneusement pour qu'elle le ruine. Amber, qu'est-ce que tu veux dire par planifier? Mackenzie, on ne devient pas populaire par accident. Tout est stratégique. Le bon petit ami, les bonnes activités, la bonne image. Ethan est parfait. Star de baseball, bonne note, belle famille. Il complète le tableau. Amber, ça semble froid. Mackenzie, c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Tu prends ce que tu veux. Et je veux Ethan. Chen fit défiler plusieurs mois plus loin. Voici où cela devient inquiétant. Ethan a apparemment essayé de rompre une fois auparavant. Mackenzie, il a essayé d'y mettre fin. Tu peux croire ça? Amber, qu'est-ce qui s'est passé? Mackenzie, je lui ai montré ce qui arrive quand les gens me déçoivent. Amber, Mac, tu me fais peur. Qu'as-tu fait? Mackenzie, détends-toi. J'ai juste fait en sorte qu'il comprenne ce qu'il perdrait. Je lui ai dit que je me ferais du mal s'il partait. Ça marche à chaque fois. Maintenant, il est extra attentif, se sentant coupable. C'est en fait mieux qu'avant. Amber, c'est vraiment malsain. Mackenzie, ça s'appelle garder ce qui est à moi. Tu devrais essayer un jour, mais l'échange le plus accablant venait de 3 mois avant l'accident, après une dispute entre Amber et Mackenzie au sujet d'un bracelet manquant. Mackenzie, tu vas regretter de t'être opposé à moi. Amber, c'était le bracelet de ma grand-mère, Mac. J'ai juste demandé si tu l'avais emprunté. Mackenzie, tu m'as accusé de vol. Personne ne fait ça et s'en sort. Amber, tu exagères. Ce n'est pas sain. Mackenzie, tu veux savoir quelque chose que j'ai appris du mécanicien de mon père? Comment désactiver la voiture de quelqu'un sans qu'il le sache? Juste un petit ajustement à la conduite de frein, à la colonne de direction. Ils ne le sauront pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peut-être que je devrais m'exercer sur la voiture de ta mère. Amber, tu me menaces? Mackenzie, je partage juste des faits amusants. Dors bien. Reynolds leva les yeux de l'écran, rencontrant le regard troublé de Chen. Cela pourrait être suffisant pour un mandat. Elle a spécifiquement mentionné falsifier des conduites de frein et la direction. Exactement ce qui a été fait à la voiture qui s'est écrasée. Il y a plus, dit Chen, affichant des données de localisation. La nuit de l'accident, le téléphone d'Amber a borné près de la maison de Lily Zhang à l'heure exacte où Ethan a envoyé un message à Lily à propos de sa rupture avec Mackenzie. Vous pensez que Mackenzie les espionnait? A vu le message d'une manière ou d'une autre? C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve qu'elle savait exactement comment saboter un véhicule et avait menacé de le faire auparavant. Reynolds appela immédiatement la procureure Gonzalez, qui arriva dans l'heure pour examiner les nouvelles preuves. Cela change tout, dit Gonzalez, déposant la déclaration sous serment d'Amber.
Je vais demander un mandat d'arrêt première chose demain matin. Nous avons assez pour l'inculper de 2 chefs de meurtre au second degré. Elle prétendra que ce n'étaient que des textos de colère, des menaces vides, prévint Reynolds. Peut-être, mais couplé avec les preuves médico-légales, l'historique de recherche et le timing de tout, l'expression de Gonzalez se durcit. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre prémédité, déguisé pour ressembler à un accident tragique. Les textos établissent la connaissance, le motif et l'intention. Cette nuit-là, Reynolds ne pouvait pas dormir. Demain apporterait l'arrestation de Mackenzie, un moment qui choquerait la communauté et commencerait enfin le processus de vraie justice pour Ethan et Marcus. Pourtant, quelque chose la dérangeait encore, une pièce manquante qui rendrait l'affaire étanche. Son téléphone sonna à 5h47 du matin. C'était l'agent Donovan. « Détective, nous avons un problème. La maison des Shirila est vide. Les voisins disent qu'ils sont partis vers minuit avec des valises. Et le passeport de Mackenzie manque dans le système d'enregistrement. Quelqu'un avec un accès administrateur l'a supprimé de la base de données. » Reynolds s'assit, instantanément alerte. James Shirila a des amis au bureau du greffier du comté. Il fuit. Un avis de recherche est déjà lancé. Mais il y a autre chose. Eleanor Walters a appelé. Elle dit que quelqu'un s'est introduit chez elle la nuit dernière et a volé l'ordinateur portable et le journal de Marcus. Reynolds ressentit un frisson là. Parcourir. Mackenzie efface ses traces. Elle sait que nous sommes proches. À midi, la voiture de la famille Shirila fut localisée, abandonnée à l'aéroport international de Portland. Les images de surveillance montraient les 3 montants à bord d'un avion privé enregistré au nom d'un associé, commercial de James Shirila. Ils ont volé vers Vancouver, informa le chef Williams à Reynolds. De là, nous les perdons. Pourrait être n'importe où maintenant. L'affaire qui semblait sur le point d'être résolue menaçait maintenant de se défaire complètement. Sans Mackenzie en garde à vue, l'opinion publique commença à changer à nouveau. Certains se demandant si sa fuite indiquait sa culpabilité, d'autres suggérant qu'elle avait été chassée par la persécution. Reynolds effaçait son tableau blanc ce soir-là, frustré par ce revers, quand son téléphone de bureau sonna. « Détective. Reynolds, c'est Martin Geller, directeur de la sécurité à l'ancienne usine textile de Pinecrest. Un de mes gars revoyait d'anciennes séquences, après avoir entendu parler de votre enquête. Nous avons des caméras à l'extérieur qui n'ont pas été vérifiées depuis des mois. » Il fit une pause. « L'une, telles a capturé l'accident. La chose entière, claire comme le jour. Et je dois vous dire, ce n'était pas un accident, pas même proche. Les images de sécurité de l'ancienne usine textile de Pinecrest arrivèrent sur une clé USB remise en personne par Martin Geller, la détective Reynolds, la procureure Gonzalez et le chef Williams se rassemblèrent dans la salle de conférence, stores baissés, tandis que Chen connectait la clé à un ordinateur portable. « La caméra a été installée il y a des années quand il y avait des cambriolages, » expliqua Geller. « Elle est activée par le mouvement, fonctionne sur une batterie de secours et télécharge vers notre serveur cloud une fois par semaine. Personne ne l'a vérifiée depuis des mois parce qu'il ne se passe jamais rien là-bas. » La vidéo commença à jouer sur l'écran mural. Granuleuse mais assez claire, elle montrait une zone de stationnement détrempée par la pluie près de l'ancien quai de chargement de l'usine. L'horodatage indiquait 2h11, quelques minutes seulement avant l'accident. Là, Geller pointa alors que des phares apparaissaient dans le cadre. La Honda Civic entra dans le champ de vision, s'arrêtant à environ 30 mètres de la caméra. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis la portière du conducteur s'ouvrit, et Mackenzie Shirila sortit sous la pluie, seule. « Où sont Ethan et Marcus ?» demanda Reynolds, se penchant en avant. La réponse vint quelques secondes plus tard lorsque Mackenzie se dirigea vers la porte arrière et l'ouvrit. Depuis l'angle de la caméra, il pouvait la voir tirer quelqu'un, Marcus, qui semblait avoir du mal à rester debout. « Est-il drogué ?» demanda Gonzalez. « Possible, » dit Reynolds. « Nous n'avons jamais obtenu d'analyse toxicologique parce que l'explication de l'accident semblait suffisante initialement. » À l'écran, Mackenzie manœuvra Marcus jusqu'au siège passager, puis retourna à la position du conducteur. La voiture resta immobile pendant une autre minute, avant de soudainement accélérer, sortant du champ de vision de la caméra.
C'est tout? Demanda le chef Williams, semblant déçu. Nous ne voyons pas l'impact réel? Attendez, dit Geller. Il y a une deuxième caméra. Celle-ci couvre le côté nord de la propriété. Le clip suivant montrait un angle différent. La Civic apparut à grande vitesse, se dirigeant directement vers un pilier de soutien en béton. Il n'y avait aucune tentative de tourner ou de freiner. Dans les dernières images avant l'impact, le visage du conducteur fut brièvement illuminé par les lumières de sécurité. L'expression de Mackenzie n'en était pas une de panique, mais de détermination sinistre. La pièce tomba dans le silence alors que la séquence se terminait. C'est Gonzalez qui parla finalement. C'est définitif. Elle a délibérément conduit cette voiture dans le béton à grande vitesse. Elle se tourna vers Reynolds. « Mais je suis confuse. Où était Ethan? Nous l'avons seulement vu déplacer Marcus. » Reynolds rembobina et mit en pause la première vidéo. « Regardez le siège passager avant. Il y a quelqu'un déjà affalé là. Ce doit être Ethan. » Elle étudia l'image granuleuse. « Ils semblent tous deux inconscients ou incapacités. Elle les a drogués, » dit catégoriquement le chef Williams. « Les a amenés à la rencontrer, les a drogués d'une façon ou d'une autre, puis a mis en scène pour que cela ressemble à un accident, tout en s'assurant qu'elle survivrait, » ajouta Reynolds. « Remarquez la ceinture de sécurité qu'elle a soigneusement attachée pour elle-même, et l'angle d'impact, côté conducteur protégé par le bloc, moteur. » Gonzalez était déjà au téléphone, appelant un juge pour des mandats d'urgence. Nous avons besoin d'alertes internationales, de notifications aux frontières, tout. C'est maintenant une affaire de meurtre au premier degré avec fuite pour éviter les poursuites. Alors que la machine de l'application de la loi commençait à fonctionner à pleine vitesse. Reynolds sortit pour un moment de réflexion tranquille. L'affaire était passée d'un accident présumé à quelque chose de bien plus sinistre. Un double meurtre calculé commis par une jeune femme qui préférerait tuer plutôt que de perdre le contrôle de quelqu'un qu'elle prétendait aimer. 3 jours passèrent sans signe des Chirila. Interpol fut notifié, les frontières furent signalées, mais la famille semblait avoir disparu. Entre-temps, Reynolds coordonna avec le médecin légiste pour réexaminer des échantillons de tissus d'Ethan et Marcus. Les résultats confirmèrent leurs soupçons. Les 2 victimes avaient des niveaux significatifs de zolpidem dans leur système, rapporta le légiste. C'est un médicament somnifère sur ordonnance. Les quantités suggèrent qu'ils étaient fortement sédatés, possiblement inconscients, au moment de l'impact. Mackenzie avait accès à des médicaments sur ordonnance? Demanda Reynolds. Sa mère avait une prescription pour insomnie, confirma Chen, vérifiant les dossiers de pharmacie. Renouvelée 2 semaines avant l'accident. Les preuves étaient accablantes. Reynolds appela Eleanor Walters pour la mettre à jour, seulement pour découvrir que la mère en deuil était devenue la cible de harcèlement de la part des partisans restants de Mackenzie. Quelqu'un a peint « menteuse » sur ma porte de garage la nuit dernière, dit Eleanor, sa voix fatiguée mais résolue. La moitié de la ville pense toujours que je suis folle, que Mackenzie est la vraie victime qui a fui la persécution. La vidéo change tout, lui assura Reynolds. Nous publierons bientôt une déclaration. Ce soir-là, Reynolds reçut une visiteuse inattendue au poste. C'était Jessica Palmer, l'ex-petite amie d'Ethan, serrant son téléphone de main tremblante. « Je viens de recevoir ça », dit-elle, montrant l'écran à Reynolds. « C'est d'un numéro anonyme, mais je sais que c'est elle. Ça doit être elle. » Le message textuel disait « Ils cherchent au mauvais endroit. Une fille intelligente a toujours un plan de secours. Le deuil est un si utile déguisement. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié non plus. » Reynolds fit immédiatement tracer le message. Le résultat envoya un frisson à travers l'équipe d'enquête. Il avait été envoyé depuis Pinecrest, il y a moins d'1 heure. Elle n'est jamais partie, réalisa Reynolds. L'aéroport, l'avion privé, c'était tout de la diversion. Ses parents ont peut-être fui, mais Mackenzie est toujours ici. Alors que l'équipe s'organisait précipitamment pour une recherche, un autre officier se précipita avec des nouvelles alarmantes. « Détective, quelqu'un vient de cambrioler la salle des preuves au palais de justice du comté. La seule chose prise était la clé USB contenant les images de sécurité de l'usine. » Avant que Reynolds ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message textuel d'un numéro inconnu. « Attrape-moi si tu peux.
Détective. Le vrai? Je ne fais que commencer. La détective Reynolds se tenait dans la salle des preuves vides, examinant la serrure forcée. Quiconque était entré savait exactement ce qu'il voulait et où le trouver. Ce n'était pas opportuniste, c'était ciblé. Caméra de sécurité? Demanda-t-elle à l'officier de la cour à côté d'elle. Il secoua la tête. Désactivé à distance, quelqu'un qui connaît nos systèmes. Le palais de justice avait un personnel de sécurité limité et de nombreux employés avaient accès à la salle d'épreuve. Trouver le coupable ne serait pas facile. Mais Reynolds avait un fort soupçon. Que soit Mackenzie avait de l'aide de l'intérieur, soit elle avait d'une manière ou d'une autre réussi l'effraction elle-même. Faites des copies des images de sécurité, ordonna Reynolds à Chen. Copies multiples, différents endroits. Elle essaie de détruire les preuves. De retour au poste, Reynolds organisa une session de stratégie avec chaque officier disponible. Mackenzie Shirila est notre principal suspecte dans un double homicide, maintenant aggravé par la fuite pour éviter les poursuites et la falsification de preuves. Elle est probablement toujours à Pinecrest, possiblement déguisée, définitivement dangereuse. Où se cacherait-elle? Demanda l'agent Donovan. Sa maison est sous surveillance. Elle aurait besoin d'un endroit familier, un endroit où elle se sente en sécurité, raisonna Reynolds. Commencez par les amis, les parents éloignés, toute propriété appartenant à la famille Shirila. Alors que l'équipe se dispersait, le téléphone de Reynolds vibra à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Tu perds ton temps. Je suis plus proche que tu ne le penses. Le message fut tracé jusqu'à un téléphone jetable acheté en espèces dans une supérette juste à l'extérieur de la ville. Les images de surveillance montraient une silhouette en veste à capuche, visage soigneusement détourné des caméras, impossible à identifier. Ce soir-là, Reynolds conduisit jusqu'à la maison d'Eleanor Walters pour vérifier sa sécurité, inquiète que Mackenzie puisse la cibler. Ensuite, elle trouva Eleanor assise sur son porche, expression calme malgré les circonstances. « Je ne me cache pas », dit simplement Eleanor. « Laisse-la venir me chercher si elle veut. » « Ce n'est pas une bonne idée, » avertit Reynolds. « Nous croyons que Mackenzie est toujours en ville et elle devient plus imprudente. » Eleanor fit un signe de tête vers une voiture garée de l'autre côté de la rue. « Je sais, c'est pourquoi j'ai engagé une sécurité privée. Je ne vivrai pas dans la peur d'une psychopathe adolescente. » Reynolds admirait son courage mais craignait que cela puisse provoquer davantage. « Mackenzie, nous ferons passer régulièrement une voiture de patrouille juste au cas où. » En rentrant chez elle cette nuit-là, Reynolds ressentit une sensation étrange, la conscience picotante d'être observé. Rien de concret, juste une intuition affinée par des années dans le métier. Elle vérifia ses serrures 2 fois et garda son arme de service à proximité. La percée vint d'une source inattendue. Amber Nelson appela juste après minuit, voix basse et effrayée. « Elle m'a contacté », chuchota Amber. « Mackenzie, elle veut me rencontrer. »« Où es-tu » demanda Reynolds, instantanément alerte. « À la maison. Elle a envoyé un message sur Instagram depuis un faux compte. Dit qu'elle veut expliquer son côté, me faire comprendre. Que lui as-tu dit ? » J'ai dit que j'y réfléchirais. J'avais trop peur de dire non. Reynolds prit rapidement une décision. « Réponds. Dis-lui que tu la sais. Rencontrera. Mais nous serons là aussi. » Le piège fut tendu pour le lendemain matin. Une rencontre au parc près du lycée, choisie parce qu'il offrait à la fois une visibilité ouverte et plusieurs points d'accès pour la police. Amber, portant un micro, s'assiérait sur un banc spécifique tandis que des officiers en civil se positionneraient stratégiquement dans toute la zone. À l'heure convenue, Amber prit sa place, ses yeux scrutant nerveusement. Reynolds et Donovan surveillaient depuis une voiture banalisée à proximité, écoutant à travers le micro. 10 minutes passèrent, puis 20. Amber restait seule. « Elle ne vient pas », dit finalement Donovan. À ce moment, la radio grésilla avec un message urgent d'un autre officier. « Détective, nous avons un problème. Eleanor Walters vient d'appeler le 911. Quelqu'un s'est introduit chez elle. Son garde de sécurité est à terre, possiblement drogué. » Reynolds sentit son sang se glacer. C'était une diversion, réalisa-t-elle. Mackenzie n'avait jamais l'intention de rencontrer Amber. Ils arrivèrent à la maison d'Eleanor en quelques minutes,
trouvant le garde de sécurité inconscient mais vivant dans sa voiture. À l'intérieur, Eleanor était assise calmement à sa table de cuisine, indemne mais visiblement secouée. « Elle était ici », dit simplement Eleanor, « debout dans ma chambre quand je me suis réveillée. »« Vous a-t-elle fait du mal ?» demanda Reynolds, vérifiant les blessures. « Non, elle voulait juste parler. » La voix d'Eleanor était ferme malgré l'épreuve. Elle a dit que j'avais besoin de comprendre son côté de l'histoire. Que vous a-t-elle dit? Eleanor leva les yeux, son expression illisible. Elle a dit qu'elle aimait trop Ethan pour le laisser partir, que Marcus le montait contre elle, que ni vous ni moi ne pourrions possiblement comprendre ce que ressemble le véritable amour. Reynolds remarqua les officiers sécurisant le périmètre, cherchant des preuves de comment Mackenzie était entré et sorti. « Il y a autre chose », ajouta Eleanor, poussant un papier plié à travers la table. Elle a laissé ceci. « Pour vous. » Reynolds l'ouvrit soigneusement, révélant une note manuscrite. « Détective, vous pensez me connaître, mais vous n'avez vu que ce que je voulais que vous voyiez. La petite amie endeuillée n'était que l'acte 1. Prête pour l'acte 2? Allumez votre télévision à midi aujourd'hui. La ville de Pinecrest est sur le point d'avoir la performance de sa vie. » Reynolds vérifia sa montre. 11h52. 8 minutes jusqu'à ce que Mackenzie avait planifié. À exactement midi, chaque téléviseur de Pinecrest diffusant la chaîne d'information locale passa soudainement à un flux inattendu. Mackenzie. Shirila, assise dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel, regardant directement dans la caméra. Elle s'était d'une manière ou d'une autre piratée dans le système de diffusion local. « Habitant de Pinecrest » commença-t-elle, sa voix ferme. « Vous avez entendu des mensonges à mon sujet. La détective Reynolds m'a dépeinte comme un monstre. Mais j'aimais Ethan. Ce qui est arrivé était un accident tragique transformé en quelque chose de sinistre par une mère en deuil et une détective ambitieuse. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle poursuivait sa performance. Je suis innocente, mais je ne peux pas avoir un procès équitable ici. La vidéo qu'ils prétendent avoir est manipulée. Je n'aurais jamais fait de mal à Ethan. La diffusion fut brusquement coupée. Reynolds en localisa immédiatement l'origine au motel Pinecrest. Mais le temps que les officiers arrivent, Mackenzie était partie, ne laissant derrière elle que du matériel volé au laboratoire médiatique du lycée et une note, toujours un pas devant. La diffusion polarisa davantage Pinecrest. Malgré les preuves croissantes, beaucoup croyaient encore à la déclaration larmoyante d'innocence de Mackenzie. Les médias sociaux explosèrent avec des hashtags concurrents. Justice pour les garçons contre Beveridge, libérez Mackenzie. Pendant ce temps, Reynolds découvrit comment Mackenzie avait survécu dans la ville sans être détecté. Tyler Wilson confessa que sa sœur, croyant toujours à l'innocence de Mackenzie, l'avait cachée dans leur sous-sol pendant que leurs parents travaillaient de nuit. « Elle a complètement manipulé ma sœur », expliqua Tyler. L'a convaincu que la police la persécutait par embarras d'avoir initialement considéré l'affaire comme un accident. Une percée survint lorsque les registres pharmaceutiques révélèrent une nouvelle prescription de somnifères remplie sous le nom de Lisa Shirila. Impossible puisque Lisa avait fui le pays. Les images de surveillance montraient une fille en perruque récupérant le médicament. Elle planifie autre chose, réalisa Reynolds. Une autre performance. Ou pire. Le lendemain matin, Amber Nelson reçut un autre message. L'heure du final a sonné. Tu as choisi le mauvais camp. Le parking du palais de justice se vida rapidement suite à l'alerte à la bombe, sauf que ce n'était pas une bombe, mais une tactique de diversion. Pendant que les forces de l'ordre s'affairaient à sécuriser le palais de justice, la véritable cible était la salle des preuves du commissariat. L'agent Chen découvrit l'intrusion. Quelqu'un avait accédé aux fichiers de preuves numériques en utilisant les identifiants du chef Williams. Les images de secours de l'accident avaient été corrompues, remplacées par une version éditée montrant un cerf surgissant devant la voiture. Elle efface les preuves de sa culpabilité, dit Reynolds, tandis que les techniciens travaillaient à récupérer les fichiers originaux. Pendant ce temps, Eleanor Walters appela avec des nouvelles alarmantes. Quelqu'un s'est encore introduit chez moi. Ils ont laissé l'ancien maillot de baseball de Marcus sur mon lit.
couvert de ce qui ressemble à du sang. La criminalistique confirma qu'il ne s'agissait pas de sang, mais de maquillage théâtral. Le message était clair. Mackenzie intensifiait sa guerre psychologique, ciblant ceux qu'elle blâmait pour son exposition. Cette nuit-là, la voiture de Jessica explosa dans son allée, heureusement vide, mais le message était sans équivoque. Pinecrest était désormais effectivement otage de la campagne de vengeance de Mackenzie. La communauté vécut dans la peur pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'un gardien du cimetière de Pinecrest signale quelqu'un visitant la tombe d'Ethan avant l'aube. Les caméras de sécurité captèrent Mackenzie déposant des fleurs, apparemment inconsciente de la surveillance. Reynolds organisa une opération silencieuse, positionnant des officiers dans tout le cimetière pour le lendemain matin. À 5h47, Mackenzie revint, cette fois vêtue de noir, ses cheveux teints en brun. L'arrestation fut anticlimatique, elle n'offrit aucune résistance lorsque les officiers l'encerclèrent, comme si elle les attendait. En garde à vue, elle maintint un calme inquiétant, refusant la représentation légale, insistant pour parler directement à Reynolds. « Tu penses que c'est terminé ?» dit Mackenzie, souriant légèrement. « Mais tu n'as pas vu l'acte final. » Sa déclaration cryptique devint claire lorsque Martin Geller appela, paniqué. L'usine, quelqu'un a posé des explosifs, les caméras, les preuves physiques sur le lieu de l'accident, tout a disparu. Malgré ce revers, la procureure Gonzalez restait confiante. Nous avons toujours la criminalistique, les messages textes, les déclarations des témoins, et quelque chose qu'elle ne pouvait pas détruire, les images de sécurité de sauvegarde stockées sur le serveur cloud. À l'approche du procès de Mackenzie, Reynolds reçut un dernier message, passé en contrebande par une autre détenue. Détruire des preuves n'a jamais été le but. J'avais juste besoin que tu saches que je le pouvais. Le tribunal tomba dans le silence, tandis que les images de sécurité étaient projetées sur le grand écran. 6 secondes qui montraient Mackenzie Shirilla accélérant délibérément vers le pilier de béton, son visage affichant non pas la panique mais la détermination. Les arguments de la défense sur l'aquaplaning accidentel s'effondrèrent sous le poids de cette preuve visuelle. Le jury délibéra moins de 2 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. 2 charges de meurtre au 1er degré, falsification de preuves et obstruction à la justice. Alors que le verdict était lu, la façade soigneusement maintenue de Mackenzie se brisa finalement. Le masque de deuil innocent glissa, révélant une rage froide tandis qu'elle était conduite hors du tribunal. « La vérité ne pleure pas », dit Eleanor. Walters au journaliste par la suite. Elle attend. 1 an plus tard, Eleanor établit la fondation Cooper Walters, dédiée à éduquer les jeunes sur la reconnaissance des relations manipulatrices. La détective Reynolds servait dans son conseil consultatif, apportant son expertise d'enquête pour aider à identifier les signes avant-coureurs que d'autres pourraient manquer. L'affaire transforma Pinecrest à jamais. La communauté qui avait été autrefois si facilement divisée par la performance d'innocence de Mackenzie comprenait maintenant à quel point elle avait été manipulée, pas seulement après l'accident, mais pendant des années auparavant. Dans sa cellule de haute sécurité, Mackenzie Shirilla maintenait son innocence lors d'interviews, jouant toujours le rôle de la victime injustement accusée. Mais les images de sécurité parlèrent la vérité, que ses larmes ne pouvaient pas, révélant la détermination calculée de quelqu'un qui avait décidé que si elle ne pouvait pas contrôler Ethan Cooper dans la vie, elle contrôlerait son destin dans la mort. Le documentaire se conclut comme il a commencé, avec la réflexion sobre de l'agent Donovan. En 20 ans d'application de la loi, j'ai appris que les personnes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qui ont l'air dangereuses. Parfois, ce sont celles qui semblent les plus normales, les plus sympathiques, celles qui peuvent pleurer sur commande et vous faire croire chaque larme.